Alors, maintenant, on va faire un grand écart, parce qu'on va passer, après la trajectoire développementale importante pour le diagnostic anténatal, au vieillissement accéléré et trisomie 21, avec le docteur Anne-Yance Delahaye de l'Institut Le Jeune. Donc, je crois que vous êtes gériatre, c'est ça? Je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas sur quoi je dois appuyer. Ah ben, c'est bon. C'est avec ça? C'est ça qui me fait. Ok, parfait. Donc bonjour et merci à la filière de me permettre de présenter ce travail. Donc effectivement, je suis gériatre, donc on fait un petit bond à l'Institut Le Jeune. J'espère que je ne vais pas vous plomber avec ce bond dans le vieillissement, mais le but c'est de vous présenter donc ce travail, enfin les premiers résultats d'un travail sur vieillissement accéléré et trisomie 21, en fait, le but, c'était d'évaluer la fragilité à l'aide d'un outil adapté à la déficience intellectuelle chez des patients qui sont suivis en consultation de gériatrie. Donc déjà, qu'est-ce qu'on sait sur la déficience intellectuelle et le vieillissement? Ce qu'on sait, c'est que ce sont des personnes qui sont plus souvent comorbides, donc qui cumulent plus souvent des pathologies chroniques. Dans les études, dans les grandes cohortes, on voit qu'à peu près 80% ont plus de 2 pathologies chroniques. Par ailleurs, ils ont une vulnérabilité du système nerveux central, ça vous le savez. Mais ce qui fait que dans leur vieillissement, ce qui a été démontré, c'est qu'ils développent plus souvent des troubles neurocognitifs majeurs. Donc en plus de leurs troubles du neurodéveloppement, il y a des troubles neurocognitifs qui peuvent se développer avec le vieillissement et qui ne sont pas forcément liés, enfin c'est hors trisomie 21, puisqu'on sait que dans la trisomie 21, il y a un surrisque de maladie d'Alzheimer, mais hors trisomie 21, il y a quand même un surrisque de développer des troubles cognitifs avec l'avancée en âge. Ensuite, ils sont plus souvent polymédiqués. Bon, ça va aussi avec la multimorbidité, mais c'est vrai que la polymédication est très importante dans cette population. Et enfin, mais ça, je vais y revenir, ils sont plus souvent fragiles, et ça, c'est la définition de la fragilité qu'on connaît en gériatrie. Et globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que leur âge physiologique est souvent plus important que l'âge chronologique. Et dans les études qui ont commencé à évaluer l'index de fragilité dans ces populations avec tout type de déficience intellectuelle confondue, on a vu que l'index de fragilité en moyenne chez les personnes de 50 ans d'âge chronologique correspondait à un index de fragilité chez des personnes de 70 ans, population générale. Donc on voit ce grand écart d'âge physiologique et d'âge chronologique, d'où l'intérêt chez ces patients à risque de vieillissement pathologique ou accéléré, en tout cas de les évaluer sur le plan gériatrique le plus précocement possible. Donc dans la trisomie 21, c'est un peu un modèle un peu particulier où il y a un vieillissement qui a été plus décrit peut-être que dans les autres populations, déjà parce que leur espérance de vie a fait un bond ces 20 dernières années, et puis aussi parce qu'on a décrit cet Alzheimer plus précoce dans cette population. On a aussi remarqué que le vieillissement accéléré dans cette population-là, il n'était pas forcément dû que à la maladie d'Alzheimer, mais aussi aux troubles métaboliques, aux troubles neurosensoriels, à l'apnée du sommeil qui est très fréquent dans cette population et qui entraîne un dysfonctionnement cognitif, mais aussi à un état pro-inflammatoire. On sait que dans le vieillissement, on parle d'inflammaging, il y a une modification de l'inflammation et de la vulnérabilité aux infections qui arrivent dans le vieillissement, qui est aussi liée à l'immunosénescence. Et on pense que ces patients-là, ils sont aussi plus fragiles parce qu'ils sont cet état pro-inflammatoire qui rentre en compte dans ce vieillissement accéléré. Alors, on s'est posé la question de l'évaluation de la fragilité chez les personnes avec trisomie 21. Qu'est-ce que c'est la fragilité déjà? Donc ça, en gériatrie, c'est un syndrome gériatrique, c'est un terme aussi qu'on emploie, qui reflète la diminution des capacités, des capacités physiologiques de réserve. En fait, ça veut dire juste que quand on est fragile, on arrive moins à se défendre contre un stress, donc on arrive moins à s'adapter à un stress. Donc il y a eu plusieurs modèles d'évaluation de la fragilité, tout ça pour en fait classer un peu les individus en robustes ou non fragiles, pré-fragiles ou fragiles. L'idée, c'est que quand on passe d'un stade robuste à pré-fragile et pré-fragile à fragile, ce sont des stades qui sont réversibles. Par contre, une fois qu'on est rentré dans la dépendance, et quand on est fragile, on est plus à risque d'être dépendant, et bien là, c'est un stade irréversible. Et lorsqu'on est fragile, eh bien, il y a des conséquences graves liées à cet état de fragilité qui sont l'hospitalisation, le décès, les chutes, etc.
Vous voyez les lignes, la ligne verte et rouge à gauche de l'écran. En fait, ça met bien en image cet état de fragilité. Donc en vert, on a une personne, ça correspond à quelqu'un de robuste, et en rouge, ça correspond à quelqu'un de fragile. Et ces deux personnes vont rencontrer un stress mineur comme une infection urinaire. Donc la personne qui est robuste va perdre un petit peu en capacité et va vite retrouver son état antérieur, alors que la personne fragile va avoir ça va avoir un fort impact sur son état état fonctionnel, et elle va mettre beaucoup plus de temps à retrouver son état qui ne va pas revenir à son état antérieur en termes de capacité. Alors, on s'est posé plusieurs questions sur l'évaluation de la fragilité chez les personnes avec trisomie 21. Déjà, est-ce qu'elle est évaluable facilement? Et après, est-ce qu'elle est corrélée uniquement au déclin cognitif ou à d'autres facteurs, comme on l'a dit? Et puis, quel est l'intérêt du repérage dans cette population? Donc déjà, quand on regarde les grands modèles, puisqu'il y a plusieurs concepts qui ont été réfléchis pour évaluer la fragilité, mais dans les deux grands concepts qui bornent un petit peu l'évaluation de la fragilité, il y a l'approche phénotypique qui a été vraiment initiée par Linda Fried aux États-Unis dans les années 2000. Et donc qui vraiment, elle se base uniquement sur des critères physiques, donc la perte de poids, la fatigue, l'activité physique, la faiblesse musculaire et la vitesse de marche. Donc ça a l'avantage d'être finalement, de se baser que sur quelques critères et assez facile à appliquer. Mais en même temps, on se base que sur des critères physiques qui ne sont pas forcément adaptés chez une population trisomique 21. Et puis on a une autre approche qui est plus l'approche cumulative, multimodale. Donc là, on ne va pas avoir que des critères physiques, on va aussi avoir des critères psychologiques, cognitifs, mais également en lien avec aussi l'autonomie de la personne. Alors là, on va évaluer plusieurs déficits. En général, ils sont nombreux. Donc c'est beaucoup d'items. Et on va pouvoir graduer la fragilité et avoir un index de fragilité. Malheureusement, dans les approches cumulatives connues au départ, il y a beaucoup d'items, donc c'est long à évaluer. Alors, dans notre population de personnes avec trisomie 21, il y a assez peu de littérature, mais il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, en novembre 2024. C'est une équipe italienne qui a évalué la fragilité chez une centaine de personnes, de patients avec trisomie 21, d'adultes d'un âge moyen de 43 ans, avec un index de fragilité de 38 items. Donc, ils ont observé 43% de personnes qui ont été classées en fragiles, 24% avec des troubles cognitifs et un index de fragilité médian à 0,24, avec comme seul facteur associé à un index de fragilité élevé la polymédication, et étonnamment l'âge chronologique n'était pas associé à un index de fragilité élevé. Alors dans cette étude, quelques bémols. Le premier, c'est que l'index de fragilité qui a été utilisé n'a pas été validé dans la population DI. Et les troubles neurocognitifs n'ont pas été réellement évalués, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est l'origine des troubles cognitifs, est-ce que c'est une maladie neurodégénérative ou une autre cause de troubles cognitifs liés à l'âge. En tout cas, il y avait 2 personnes qui étaient sous anticholinésterasiques, donc des anti-Alzheimer, comme ils sont appelés, mais pas très bien appelés anti-Alzheimer. Depuis en fait 2013, il y a eu en 2013 il y a déjà eu une évaluation, une échelle validée de l'index de fragilité chez les personnes avec déficience intellectuelle. C'est l'équipe de Schoufour aux Pays-Bas qui a mis en place cet index de fragilité, enfin qui a validé cet index de fragilité et qui a démontré que c'était un prédicteur valide du déclin fonctionnel, de la perte d'autonomie, de la polymédication et de l'intensité des soins et de la mortalité sur une période de suivi de 3 ans chez des personnes, chez des adultes avec déficience intellectuelle. Une échelle qui était au départ qui a été validée sur 51 items. Et en 2022, la même équipe a validé l'index de fragilité sur une forme courte de seulement 17 items, donc toujours sous forme d'un hétéro-questionnaire, et donc avec des items qui balayent les activités de la vie quotidienne, les interactions sociales, la santé, la nutrition, la cognition, avec une cotation de 0, 0,33, 0,5, 0,66 ou 1 par item. Et donc, on calcule l'index de fragilité en faisant la somme des déficits sur le total des déficits. Et on peut classer comme ça les personnes en non fragiles si l'index de fragilité
index de fragilité est inférieur à 0,2. En pré-fragile, il est entre 0,2 et 0,35. Et en fragile, s'il est supérieur à 0,35. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, le but, c'était déjà de faire un peu une étude pilote sur un échantillon de patients conçus en consultation. Donc, on a évalué l'index de fragilité avec cette échelle short form. Et donc, les résultats que je vais vous présenter ont été publiés dans la revue de gériatrie en février dernier. On a recueilli donc les caractéristiques sociodémographiques, le niveau de déficience intellectuelle, les traitements, les comorbidités, et on a évalué aussi le fardeau de l'aidant avec le ZARIT, qui est une échelle qu'on utilise dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer chez les personnes en population générale, chez les aidants de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc, dans les résultats, donc ça c'est les résultats globaux. Donc, on avait 187 patients d'un âge moyen de 50 ans, avec plus de 80% qui avaient une déficience modérée à légère. La grande majorité vivait en institution, non médicalisés pour 58% d'entre eux et médicalisés pour 16% d'entre eux, et 15% étaient en famille ou vivaient en autonomie. On voit qu'ils sont en grande majorité polypathologiques ou polymédiqués. Et sur l'évaluation neurocognitive, donc on avait 25% qui étaient atteints d'une maladie d'Alzheimer avérée. Et là, je vous ai mis le DSQI des moyens, qui est notre échelle, notre hétéro-évaluation de dépistage des troubles neurocognitifs, qui était en moyenne à 12, donc avec un index de fragilité médian de 0,26. Donc on retrouve à peu près le même index de fragilité médian que l'équipe italienne. Et si on regarde plus en détail notre groupe fragile, donc déjà 65 sur 187 ont été classés dans le groupe fragile, donc ça fait 35%. Dans le groupe fragile, l'âge moyen était d'à peu près 55 ans. Et on voit là sur les flèches sur le côté les différences significatives qu'on a retrouvées entre le groupe fragile et le groupe non fragile ou pré-fragile. Donc il y avait un âge qui était significativement supérieur dans le groupe fragile. Ils étaient aussi plus souvent en institution médicalisée dans le groupe fragile, mais on voit que quand même dans ce groupe-là, 50% sont dans un foyer non médicalisé, alors qu'ils sont fragiles. C'est quand même à noter. Et ils étaient aussi plus dépendants, évidemment, dans le groupe fragile, avec, pour 38% des cas, un ADL qui est inférieur à 3. Donc l'ADL, c'est des activités basiques de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'inférieur à 3, c'est vraiment des patients qui sont très dépendants. Ils étaient aussi, il y avait une différence entre les deux groupes aussi concernant la maladie d'Alzheimer, puisque presque 60% étaient atteints d'une maladie d'Alzheimer dans le groupe fragile, comparé au groupe non fragile et pré-fragile. On a vu aussi que l'index de fragilité était significativement corrélé à l'âge. Donc on voit que voilà, l'index de fragilité, ou en tout cas la fragilité arrive plus précocement dans cette population-là, mais ça on s'y attendait, mais qu'elle est quand même très nettement corrélée à l'âge. Donc en conclusion, donc déjà pour redire que le repérage des personnes âgées fragiles, c'est recommandé par la Société savante de gériatrie, et le but c'est de pouvoir prendre en charge plus précocement en fait une personne qui est déjà pré-fragile ou fragile pour éviter qu'elle soit dépendante et pour éventuellement faire en sorte qu'elle soit à un stade pré-fragile lorsqu'elle est fragile. C'est une population cible qui peut bénéficier d'interventions donc spécifiques, et le but c'est que du repérage, c'est qu'il soit simple et qu'il puisse être appliqué par les cliniciens en consultation. Donc là, notre première étude pilote, elle montre que l'évaluation de la fragilité, elle est possible et faisable en consultation chez les personnes porteuses de trisomie 21. Et on observe que c'est surtout ceux après 50 ans qui sont surtout ceux qui sont à risque de dépendance lorsqu'ils sont âgés de plus de 50 ans, et plus particulièrement ceux qui sont atteints d'une maladie d'Alzheimer. Donc là, le but, c'est évidemment après de pouvoir avoir d'autres études pour mieux définir le profil de ces sujets pré-fragiles, fragiles, dans la population trisomique 21, mais aussi les autres populations qui ont d'autres éthologies de déficience intellectuelle, et pouvoir aussi mettre en place des interventions ciblées spécifiques, puisque ces interventions-là ne seront pas forcément les mêmes qu'en population générale.
il y avait une petite slide avec qui faisait appel à une citation. Donc je fais rarement des citations, mais là je me suis dit pourquoi pas. Donc je trouve que Cicely Saunders est quelqu'un de très voilà, qui est inspirante et pionnière dans des soins palliatifs. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et donc il y a cette phrase que je trouve très belle: le vieillissement est un privilège que de nombreuses personnes n'ont pas la chance de connaître. C'est à nous d'offrir à ces âges mûrs le respect, les soins et la dignité qu'ils méritent. Merci. J'en profite pour remercier les patients, les familles qui nous font confiance et qui ne manquent pas de courage, et mon équipe parisienne qui est un petit peu là, et nantaise bien sûr, puisque voilà, j'ai la chance d'avoir une super équipe à Nantes.